Lettre 4. Mon beau-père s'étant retiré du commerce, nous allâmes loger à l'hôtel Lubert, rue de Cléry. Monsieur Lebrun venait d'acheter cette maison, il l'habitait, et dès que nous fûmes établis, j'allai voir les magnifiques tableaux de toutes les écoles dont son appartement était rempli. J'étais enchantée d'un voisinage qui me mettait à même de consulter les chefs-d'œuvre des maîtres. Monsieur Lebrun me témoignait une extrême obligeance en me prêtant, pour les copier, des tableaux d'une beauté admirable et d'un grand prix. Je lui devais ainsi les plus fortes leçons que je pusse prendre, lorsque, au bout de 6 mois, il me demanda en mariage. J'étais loin de vouloir l'épouser, quoiqu'il fût très bien fait et qu'il eût une figure agréable. J'avais alors 20 ans. Je vivais sans inquiétude sur mon avenir, puisque je gagnais beaucoup d'argent, en sorte que je ne sentais aucun désir de me marier. Mais ma mère, qui croyait monsieur Lebrun fort riche, ne cessait de m'engager avec insistance à ne point refuser un parti aussi avantageux, et je me décidai enfin à ce mariage, poussée surtout par l'envie de me soustraire au tourment de vivre avec mon beau-père, dont la mauvaise humeur augmentait chaque jour depuis qu'il était oisif. Je me sentais si peu entraînée toutefois à faire le sacrifice de ma liberté, qu'en allant à l'église, je me disais encore « Dirais-je oui, dirais-je non ?» Hélas, j'ai dit oui, et j'ai changé mes peines contre d'autres peines. Ce n'est pas que monsieur Lebrun fût un méchant homme. Son caractère offrait un mélange de douceur et de vivacité. Il était d'une grande obligeance pour tout le monde, en un mot, assez aimable. Mais sa passion effrénée pour les femmes de mauvaises mœurs, jointe à la passion du jeu, ont causé la ruine de sa fortune et la mienne, dont il disposait entièrement. Au point qu'en 1789, lorsque je quittai la France, je ne possédais pas 20 francs de revenus, après avoir gagné pour ma part plus d'1 million. Il avait tout mangé. Mon mariage fut tenu quelque temps secret. Monsieur Lebrun, ayant dû épouser la fille d'un Hollandais avec lequel il faisait un grand commerce en tableaux, me pria de ne point le déclarer avant qu'il eût terminé ses affaires. J'y consentis d'autant plus volontiers que je ne quittais pas sans un grand regret mon nom de fille, sous lequel j'étais déjà très connue. Mais ce mystère, qui dura peu, n'en eut pas moins un résultat assez effrayant pour mon avenir. Plusieurs personnes, qui croyaient simplement que j'allais épouser monsieur Lebrun, venaient me trouver pour me détourner de faire une pareille sottise. Tantôt c'était Aubert, joaillier de la couronne, qui me disait avec amitié « Vous feriez mieux de vous attacher une pierre au cou et de vous jeter dans la rivière que d'épouser Lebrun. » Tantôt c'était la duchesse d'Arambert, accompagnée de madame de Canillac, de madame de Souza, alors ambassadrice de Portugal. Toutes trois si jeunes et si jolies, qui m'apportaient leurs conseils tardifs quand j'étais déjà mariée depuis 15 jours. « Au nom du ciel, me disait la duchesse, n'épousez pas monsieur Lebrun, vous seriez trop malheureuse. » Puis elle me contait une foule de choses que j'avais le bonheur de ne pas croire entièrement, quoiqu'elles se soient trop confirmées depuis. Mais ma mère, qui se trouvait là, avait peine à retenir ses larmes. Enfin, la déclaration de mon mariage vint mettre un terme à ces tristes avertissements, qui, grâce à ma chère peinture, avaient peu altéré ma gaieté habituelle. Je ne pouvais suffire au portrait qui m'était demandé de toutes parts, et quoique monsieur Lebrun prit dès lors l'habitude de s'emparer des paiements, il n'en imagina pas moins, pour augmenter notre revenu, de me faire avoir des élèves. Je consentis à ce qu'il désirait, sans prendre le temps d'y réfléchir, et bientôt il me vint plusieurs demoiselles auxquelles je montrai à faire des yeux, des nez, des ovales, qu'il fallait retoucher sans cesse, ce qui me détournait de mon travail et m'ennuyait fortement. Parmi mes élèves se trouvait mademoiselle Émilie Roux de la Ville, qui depuis a épousé monsieur Benoît, directeur des droits réunis, et pour laquelle de Moustier a écrit les lettres sur la mythologie.
Elle peignait au pastel des têtes, où s'annonçait déjà le talent qui lui a donné une juste célébrité. Mademoiselle Émilie était la plus jeune de mes élèves, pour la plupart plus âgée que moi, ce qui nuisait prodigieusement au respect que doit imprimer un chef d'école. J'avais établi l'atelier de ces demoiselles dans un ancien grenier à fourrage, dont le plafond laissait à découvert de fort grosses poutres. Un matin, je monte et je trouve mes élèves, qui venaient d'attacher une corde à l'une de ces poutres, et qui se balançaient à qui mieux mieux. Je prends mon air sérieux, je gronde, je fais un discours superbe sur la perte du temps, puis voilà que je veux essayer la balançoire, et que je m'en amuse plus que toutes les autres. Vous jugez qu'avec de pareilles manières, il m'était difficile de leur imposer beaucoup. Et cet inconvénient, joint à l'ennui de revenir à l'ABC de mon art en corrigeant des études, me fit renoncer bien vite à tenir cette école. L'obligation de laisser mon cher atelier pendant quelques heures avait encore ajouté, je crois, à mon amour pour le travail. Je ne quittais plus mes pinceaux qu'à la nuit tout à fait close, et le nombre de portraits que je fais à cette époque est vraiment prodigieux. Comme j'avais horreur du costume que les femmes portaient alors, je faisais tous mes efforts pour le rendre un peu plus pittoresque, et j'étais ravie quand j'obtenais la confiance de mes modèles de pouvoir draper à ma fantaisie. On ne portait point encore de châle, mais je disposais de larges écharpes, légèrement entrelacées autour du corps et sur les bras, avec lesquelles je tâchais d'imiter le beau style des draperies de Raphaël et du dominicain, ainsi que vous avez pu le voir en Russie dans plusieurs de mes portraits, notamment dans celui de ma fille jouant de la guitare. En outre, je ne pouvais souffrir la poudre. J'obtins de la belle duchesse de Gramont-Cadrousse qu'elle n'en mettrait pas pour se faire peindre. Ses cheveux étaient d'un noir d'ébène, je les séparais sur le front, arrangés en boucles irrégulières. Après ma séance, qui finissait à l'heure du dîner, la duchesse ne dérangeait rien à sa coiffure et allait ainsi au spectacle. Une aussi jolie femme devait donner le ton. Cette mode prit doucement, puis devint enfin générale. Ceci me rappelle qu'en 1786, peignant la reine, je la suppliais de ne point mettre de poudre et de partager ses cheveux sur son front. « Je serai la dernière à suivre cette mode, dit la reine en riant. Je ne veux pas qu'on dise que je l'ai imaginée pour cacher mon grand front. » Je tâchais autant qu'il m'était possible de donner aux femmes que je peignais l'attitude et l'expression de leur physionomie. Celles qui n'avaient pas de physionomie, on en voit, je les peignais rêveuses et nonchalamment appuyées. Enfin, il faut croire qu'elles étaient contentes, car je ne pouvais suffire aux demandes. On avait de la peine à se faire placer sur ma liste. En un mot, j'étais à la mode. Il semblait que tout se réunit pour m'y mettre. Vous en jugerez par la scène suivante qui m'a toujours laissé un souvenir si flatteur. Quelque temps après mon mariage, j'assistais à une séance de l'Académie française. La harpe y lut son discours sur les talents des femmes. Quand il en vint à ces vers où l'éloge est si fort exagéré, et que j'entendais pour la première fois « Le brin de la beauté, le peintre et le modèle, moderne Rosalba, mais plus brillante qu'elle, joint la voix de Favart au sourire de Vénus, etc. » L'auteur de Warwick me regarda. Aussitôt tout le public, sans en excepter la duchesse de Chartres et le roi de Suède qui assistaient à la séance, se lève, se retourne vers moi, en m'applaudissant avec de tels transports que je fus prête à me trouver mal de confusion. Ces jouissances d'amour-propre dont je vous parle, chère amie, parce que vous avez exigé que je vous dise tout, sont bien loin de pouvoir se comparer à la jouissance que j'éprouvais lorsque, au bout de 2 années de mariage, je devins grosse. Mais ici, vous allez voir combien cet extrême amour de mon art me rendrait imprévoyante sur les petits détails de la vie,
car toute heureuse que je me sentais à l'idée de devenir mère, les 9 mois de ma grossesse s'étaient passés sans que j'eusse songé le moins du monde à préparer rien de ce qu'il faut pour une accouchée. Le jour de la naissance de ma fille, je n'ai point quitté mon atelier, et je travaillais à ma Vénus qui lit les ailes de l'amour dans les intervalles que me laissaient les douleurs. Madame de Vernin, ma plus ancienne amie, vint me voir le matin. Elle pressentit que j'accoucherais dans la journée, et comme elle me connaissait, elle me demanda si j'étais pourvue de tout ce qui me serait nécessaire. À quoi je répondis d'un air étonné que je ne savais pas ce qui m'était nécessaire. « Vous voilà bien, reprit-elle, vous êtes un vrai garçon. Je vous avertis, moi, que vous accoucherez ce soir. » « Non, non, dis-je, j'ai demain séance, je ne veux pas accoucher aujourd'hui. » Sans me répondre, madame de Verdun me quitta un instant pour envoyer chercher l'accoucheur, qui arriva presque aussitôt. Je le renvoyai, mais il resta caché chez moi jusqu'au soir, et à 10 heures, ma fille vint au monde. Je n'essaierai pas de décrire la joie qui me transporta quand j'entendis crier mon enfant. Cette joie, toutes les mères la connaissent. Elle est d'autant plus vive qu'elle se joint au repos qui succède à des douleurs atroces. Et selon moi, M. Dubuc l'exprimait parfaitement en disant « Le bonheur, c'est l'intérêt dans le calme. » Pendant ma grossesse, j'avais peint la duchesse de Mazarin, qui n'était plus jeune, mais qui était encore belle. Ma fille avait ses yeux et lui ressemblait prodigieusement. Cette duchesse de Mazarin est celle qu'on disait avoir été douée à sa naissance par 3 fées, la fée richesse, la fée beauté et la fée guignon. Il est certain que la pauvre femme ne pouvait rien entreprendre, pas même de donner une fête, sans qu'un accident quelconque ne vînt se jeter à la traverse. On a souvent compté plusieurs accidents de sa vie dans ce genre. En voici un moins connu. Un soir qu'elle donnait à souper à 60 personnes, elle imagine de faire placer au milieu de la table un énorme pâté, dans lequel se trouvaient enfermés une centaine de petits oiseaux vivants. Sur un signe de la duchesse, on ouvre la pâtée, et voilà cette volatile effarouchée qui vole sur les visages, qui se niche dans les cheveux des femmes, toutes très parées et coiffées avec soin. Vous imaginez l'humeur, les cris ? On ne pouvait se débarrasser de ces malheureux oiseaux. Enfin, on fut obligé de se lever de table en maudissant une si sotte invention. La duchesse de Mazarin était devenue fort grosse. On mettait un temps infini à la corser. Une visite lui vint un jour, tandis qu'on la lassait, et une de ces femmes courut à la porte en disant « N'entrez pas avant que nous ayons arrangé les chairs. » Je me rappelle que cet excès d'embonpoint excitait l'admiration des ambassadeurs turcs. Comme on leur demandait à l'opéra quelle femme leur plaisait davantage de toutes celles qui remplissaient les loges, ils répondirent sans hésiter que la duchesse de Mazarin était la plus belle parce qu'elle était la plus grosse. Puisque je vous parle d'ambassadeurs, je ne veux pas oublier de vous dire comment j'ai peint dans ma vie 2 diplomates qui, pour être cuivrés, n'en avaient pas moins des têtes superbes. En 1788, des ambassadeurs furent envoyés à Paris par l'empereur Tippo Zaïbe. Je vis ces Indiens à l'opéra, et ils me parurent si extraordinairement pittoresques que je voulus faire leur portrait. Ayant communiqué mon désir à leur interprète, je sus qu'il ne consentirait jamais à se laisser peindre si la demande ne venait pas du roi, et j'obtins cette faveur de sa majesté. Je me rendis à l'hôtel qu'ils habitaient, car ils voulaient être peints chez eux, avec de grandes toiles et des couleurs. Quand j'arrivai dans leur salon, un d'eux apporta de l'eau de rose et m'en jeta sur les mains. Puis le plus grand, qui s'appelait Davish Khan, me donna séance. Je le fis en pied, tenant son poignard. Les draperies, les mains, tout fut fait d'après lui, tant qu'il se tenait avec complaisance. Je laissai sécher le tableau dans un autre salon.
Je commençai ensuite le portrait du vieux ambassadeur, que je représentais assis avec son fils près de lui. Le père surtout avait une tête superbe. Tous deux étaient vêtus de robes de mousseline blanche, parsemées de fleurs d'or, et ces robes, espèces de tuniques avec de larges manches plissées en travers, étaient retenues par de riches ceintures. Je finis alors entièrement le tableau, à l'exception du fond et du bas des robes. Madame de Bonneuil, à qui j'avais parlé de mes séances, désirait beaucoup voir ces ambassadeurs. Ils nous invitèrent toutes deux à dîner, et nous acceptâmes par pure curiosité. En entrant dans la salle à manger, nous fûmes un peu surprises de trouver le dîner servi par terre, ce qui nous obligea à nous tenir comme eux, presque couchés autour de la table. Ils nous servirent avec leurs mains ce qu'ils prenaient dans les plats, dont l'un contenait une fricassée de pieds de mouton à la sauce blanche, très épicée, et l'autre, je ne sais quel ragoût. Vous devez penser que nous fîmes un triste repas. Il nous répugnait trop de les voir employer leurs mains bronzées en guise de cuillère. Ces ambassadeurs avaient amené avec eux un jeune homme qui parlait un peu le français. Madame de Bonneuil, pendant les séances, lui apprenait à chanter Annette à l'âge de 15 ans. Lorsque nous allâmes faire nos adieux, ce jeune homme nous dit sa chanson et nous témoigna le regret de nous quitter en disant « Ah, comme mon cœur pleure !» Ce que je trouvais fort oriental et fort bien dit. Lorsque le portrait de Davish Khan fut sec, je l'envoyai chercher. Mais il l'avait caché derrière son lit et ne voulait point le rendre, prétendant qu'il fallait une âme à ce portrait. Ce refus donna lieu à de fort jolis vers qui me furent adressés et que je copie ici. À Madame Lebrun, au sujet du portrait de Davish Khan et du préjugé des Orientaux contre la peinture. Ce n'est point au climat où règnent les sultans que le marbre s'anime et la toile respire. Les préjugés de leurs imams du dieu des arts ont renversé l'empire. Ils ont rêvé qu'Allah, jaloux de nos talents, doit en jugeant les mondes et les âges, donner une âme à ces images, qui sauvent la beauté du ravage des temps. Sublime Allah, tu ris de cette erreur impie. Tu conviendras, voyant cette copie, où l'art de la nature a surpris les secrets, que comme toi, le génie a ses flammes, et que Lebrun, en peignant des portraits, sait aussi leur donner une âme. Je ne pus avoir mon tableau qu'en employant la supercherie, et lorsque l'ambassadeur ne le retrouva plus, il s'en prit à son valet de chambre qu'il voulait tuer. L'interprète eut toutes les peines du monde à lui faire comprendre qu'on ne tuait pas les valets de chambre à Paris, et fut obligé de lui dire que le roi de France avait fait demander le portrait. Ces deux tableaux ont été exposés au Salon en 1789. Après la mort de M. Lebrun, qui s'était emparé de tous mes ouvrages, ils ont été vendus et j'ignore qui les possède aujourd'hui. Adieu, cher et aimable ami.